PZOMB, mon nom à moi c'est Bob Zombie, oui tu l'as deviné. Salut mes petits farfadets velus. Pour la dernière de la saison, on va parler du Marvel Team Up des années 77-78 et de la seconde série des Vengeurs chez Aredi. Laissez-vous guider par notre charmante hôtesse, je vous resserre une dose de nostalgie pendant quelques minutes, bande de petits vénards, on va se faire pouic pouic. Allez, envoyez le bousin. Je vous souvenez de quelque chose, qu'il est temps. Cette semaine, mes chers poilus, je me suis offert l'intégrale Panini regroupant tous les Marvel Team Up de l'année 77 et 78, c'est-à-dire le numéro 59 à 72. Juteux. Je rappelle aux viewers distraits ou cons que les Marvel Team Up sont la deuxième production consacrée à notre vieux Speedy, série où il partage l'affiche avec d'autres super-héros. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai voulu avoir cette intégrale. Non. Eh ben je vais quand même vous le dire. J'ai voulu avoir cet album d'abord pour pouvoir enfin lire les histoires dans leur intégralité sans les cases ou pages censurées des albums lus. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Tu m'étonnes. Et puis parce que ces histoires font partie de l'époque où j'ai découvert le monde de Marvel. En joie. Dans les Spécial Strange ou album de l'araignée. Car en effet, les Marvel Team Up étaient publiés dans ces deux productions des éditions lyonnaises. Et si je vous dis qu'à l'intérieur, il y a du Claremont et du Byrne, tout de suite, vous sentez votre corps vibrer d'excitation. Me trompe-je ? Non. On commence avec 4 épisodes de choix avec les Marvel Team Up 59 à 62. Réalisé par le duo légendaire Chris Claremont et John Byrne, l'épisode 59 marque le début d'une aventure en 2 parties. Avec Hank Pym, dit pour Point Jaune, connu aussi sous le nom de Giant Man, Ant-Man, Kirikou ou Patrick de Carglass. Le gars est accompagné de sa piquante épouse à la remarquable taille de Gap. Ils doivent affronter un super méchant au fort beau gabarit et assez swag, à savoir l'infernal Equinox qui maîtrise autant le feu que la glace. Les images sont somptueuses et pour tout dire, cet épisode de 1977 a été le premier album que j'ai acheté chez Luc, à savoir le célèbre Infernal Equinox. Pour qui ne connaît pas, c'est un must, c'est du Toulouse, c'est du Lautrec, il faut l'avoir chez vous. C'est super. Toutefois, vous ne serez pas étonné si je vous dis que les narvalos de chez Lug ont censuré bien des cases et des pages de cet album. C'était la mode à l'époque. J'ai déjà consacré une vidéo à cet album, aussi je ne vais pas revenir sur l'ensemble des cases censurées. Allez donc plutôt voir ma vidéo, et même si Panini a ses défauts, dont celui de faire des fautes en français, on ne peut qu'apprécier l'histoire de Marvel Team Up 59 et 60 dans son intégralité. C'est mieux, non? Et les épisodes 61 et 62 sont tout aussi puissants avec la Torche puis Miss Marvel qui aide l'araignée contre le redoutable Super Skrull. Alors on est d'accord, je suis pas là pour lécher l'océan de l'intégrale de Panini, mais au moins on a un vilain qui a de la gueule et qui n'a pas été retouché comme dans l'album de Lug. La baston est tout simplement mémorable, il y a vraiment du lourd. Wow. On appréciera aussi dans l'épisode 62 les coups non censurés avec leurs puissantes onomatopées qui font toute la différence dans la violence du combat. Ah bah oui, ça cogne, on n'est pas sur Disney+. Ce dont Lug nous avait privé dans son album de 1980. Et on a une Miss Marvel qui mérite complètement sa place dans cet épisode. Je vous rappelle qu'à l'époque, Claremont relatait également les aventures de la Belle en Cuisse dans la série mensuelle qui lui était consacrée. Série que les Français ont pu voir chez Aredi à partir de 1980. Puis on découvre une autre histoire en 2 volets avec Iron Fist et les Filles du Dragon, tirée du Marvel Team Up 63 et 64 de novembre et décembre 1977. Claremont reprend les intrigues laissées en suspens dans la série Iron Fist qui s'est arrêtée 2 mois plus tôt. Faisant fi de son amour propre, autant que de son amour sale d'ailleurs, Speedy sert plus de faire valoir à Iron Fist, il faut bien le dire. C'est toujours aussi bien dessiné par John Byrne. John! Ces 2 épisodes ont été publiés dans les Titans 29 et 30 en novembre 1980 et janvier 81. Dans le MTU 65 de janvier 78, Claremont introduit le Captain Britain, qui avait été aperçu 1 an plus tôt dans une publication du Marvel anglais. Alors, à moins que vous en ayez cure comme un abbé, il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, il s'agit de la version rose beef donc, avec ce héros britannique qui fait son entrée aux États-Unis dans un récit en 2 chapitres, puisqu'il se poursuit dans le numéro 66. Mais ce sont surtout les débuts d'Arcade, le futur ennemi des X-Men. Nous avons pu lire ces 2 épisodes dans les Spécial Strange 23 et 24 en mars et juin 1981. Ah oui, ça vous rappelle des souvenirs, Non, ne me remerciez pas, ça me fait vraiment plaisir ma gueule. Ta gueule! Dans le MTU 67 de mars 1978, Speedy s'allie à une super héroïne à poil, puisqu'il s'agit de Tigra. Ensemble, ils affrontent Kraven le chasseur, épisode que nous avons pu lire en France dans le Spécial Strange 25 en août 1981. C'était une époque où Roger Hanin sévissait sur TF1. Roger Hanin, l'acteur? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, enfin? C'est Roger Hanin. Peut-être moins réussi, le MTU 68 d'avril 1978 nous relate une aventure avec l'homme-chose. Cet épisode m'a fait comme une sorte de...
Je ne sais pas si c'est l'ancrage de Bob Viatsek, mais les dessins de John Byrne sont moins bien. Bah quoi, faut le dire, pourquoi tu gueules frérot? T'as pris de l'AstraZeneca ou quoi? Calmos, tu peux pas tester, les dessins sont moins bien. Cet épisode particulièrement morbide n'a pas été publié chez Lug, d'où l'utilité de cette intégrale Panini. Par contre, on me signale dans l'oreillette, que je n'ai pas, qu'il aurait été publié chez Haredi dans l'Eclipso numéro 70 en 1980. Et puis nous avons encore une histoire en deux parties tirée du MTU 69 et 70 de mai et juin 1978. Les deux histoires publiées dans le Special Strange 26 et 27 de décembre 81 et mars 82 ramènent le monolithe vivant. Ah! Havok et Thor prêteront main forte à Spidey, car l'adversaire est de taille si je puis dire. Franchement, l'intégrale Panini nous permet d'apprécier ces deux aventures sans censure et ça fait plaisir. Limite, j'aurais envie de dire youpi, bien que cette expression ne soit plus de mon âge. L'album nous présente ensuite le MTU 71 à 73, qui sont considérés comme des bouche-trous bien pompeux. Le numéro 71, écrit par Bill Kunke et dessiné par Dave Wenzel, unit Spidey au Faucon dans un épisode mimou où les dialogues respirent un peu trop, et que nous avons pu lire à l'époque dans le Special Strange 28. Ce récit n'est pas très long, et ça c'est plutôt un bon point. L'épisode 72, d'août 1978, est peut-être pire encore, avec Whiplash, c'est-à-dire l'homme fouet, dont les dessins de Jim Mooney n'ont pas su mettre en valeur son côté sagittaire ascendant scie sauteuse. Je ne parle même pas du scénario de Bill Mantlo, qui fait peine à lire. Le MTU 73 de septembre 1978 est un peu mieux avec Spidey associé à Daredevil contre le hibou. Eh ben voilà. Cette histoire de Gary Friedrich est dessinée par Kenny Gamil, qui n'est toujours pas le frère de Mark Hamill, contrairement à ce que pourrait croire ma Tatooine. Et bien cette histoire fait le café. Nous avons pu lire cette aventure dans le Special Strange 29 en août 1982, et j'avoue que la traduction de Lug est plus chatoyante que celle de Panini. Puis nous retrouvons clairement aux commandes du MTU 74 en octobre 1978, où on voit Spidey être associé aux humoristes américains de l'émission du Saturday Night Live, où on retrouve John Belushi, Dan Aykroyd et même Stan Lee. On retrouve ensuite le MTU 75 de novembre 1978 où Spider-Man s'associe à Luke Cage dans un épisode rendant hommage aux pompiers new-yorkais et que nous avons pu lire en France dans le Special Strange 30 de décembre 1982. Si c'est Ralph Macchio qui en signe le scénario, il est tiré d'un script de Claremont qui, à la même époque, signait plusieurs épisodes de Power Man et Iron Fist. Allez, on se retrouve après ça. Enfin, l'ouvrage s'achève avec le MTU 76, avec Spidey et le Dr Strange. Un épisode n'est pas terrible à vrai dire, et mal dessiné par Howard Checking et John Ortiz. Nous avons pu le lire à l'époque dans l'album 18 de l'araignée en 1983, intitulé La Reine des Sorciers. Ainsi donc, je vous recommande cette intégrale Panini, car même si j'en ai parlé avec cet humour pluriel qui n'en reste pas moins singulier, ces albums épais respirent l'une des plus belles époques de chez Marvel. Quand vous y allez, Ce n'est pas parce que vous allez investir dedans que vous allez vous ramasser sur le sol. Ramassing under the floor. Non, franchement, ça vaut le coup. Mais regardez ce que j'ai là entre mes mains terriblement sensuelles. Ce sont les 7 albums des Vengeurs chez Haredi dans la collection Haredi Marvel Color, publiée entre août 1984 et mai 1985. En fait, c'était la seconde série des Vengeurs publiée en grand format à l'époque où Thierry Pastor était encore le prince du swag. Bon, ne perdons pas plus de temps, et sans plus tarder, mes petits farfadets, ouvrons les pages alonguées du premier album paru en août 1984 et intitulé La Venue de Magneto. À l'intérieur, on retrouve les épisodes 110 à 112 des Avengers datant d'avril à juin 1973. Le tout scénarisé par Steve Englehart et dessiné par Don Heck. Les Vengeurs sont opposés à Magneto dans l'épisode 110, qui a mis marave les X-Men. Au passage, vous remarquerez que Marvel Girl est représentée sur la couverture avec un uniforme qu'elle ne portait plus depuis le X-Men numéro 5, c'est-à-dire le costume de débutant, alors que dans l'aventure, elle a sa tenue verte. Jill Kane, qui a fait cette couverture, s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Ah bah oui, j'ai l'œil, je suis comme Jean-Marie. L'épisode est riche en personnages avec les X-Men, Vif Argent et Crystal, avec qui il fricote dans le pilou-pilou. C'est aussi le grand retour de Captain America. Ta gueule! Bref, que du beau monde. L'histoire se termine avec la défaite des Vengeurs. Seule la Panthère Noire, qu'Haredi a intelligemment appelée Pantherman, est saine et sauve, accompagnée de Thor et de Vision, qui veulent sauver leurs amis en allant chercher du renfort. Un renfort qu'ils trouveront dans le Daredevil 99. Oui, il faut passer par un épisode de Daredevil si on veut enchaîner avec la suite de cette aventure. Les lecteurs antédiluviens de Strange ont pu voir cette histoire dans le Strange 95, où les Vengeurs récupèrent Daredevil et la Veuve Noire, mais pas Œil de Faucon qui fait la gueule parce que la Veuve Noire ne veut plus de lui. Ah ouais, c'est les feux de l'amour chez Marvel. L'affrontement se poursuit donc dans
dans l'Avenger 111 de mai 1973, où les trois Vengeurs accompagnés de la Veuve Noire et de Daredevil arrivent à vaincre Magneto en lui pétant le stick. L'épisode s'ouvre sur cette page irréaliste où on voit Wanda danser pour Magneto et on voit que le butor magnétique semble prendre un grand plaisir à lui mater les roussoles. Vieux pervers va. Oh, n'exagérons rien, tu peux pas tester. Officiellement, c'est dans cet épisode que Black Widow devient un membre des Vengeurs. Elle ne l'était pas encore jusqu'alors. Par le passé, elle avait attaqué à plusieurs reprises les Vengeurs et Iron Man. La première fois, c'était dans l'Avenger 29 en tant que méchante, mais dès l'Avenger 31, elle deviendra leur allié. Il faut donc attendre cet épisode 111 pour que son intronisation, ah oui, officielle se fasse. Et elle s'avère efficace. L'épisode 112, toujours écrit par Steve Englehart et dessiné par Don Heck, introduit Mantis, une maîtresse des arts martiaux. Au Vietnam, elle fait équipe avec Swordsman et elle accepte de l'accompagner à New York pour rejoindre les Vengeurs. Puis nous enchaînons avec le deuxième album à Reddy, datant d'octobre 1984, intitulé Une sorcière en fureur. Qu'est-ce que vous connaissez à la culture allemande? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à notre sens du bon délire? Écrit par Steve Englehart, c'est dessiné par Bob Brown. L'album velu regroupe les épisodes 113 à 115 datant de juillet à septembre 1973. Évoquons particulièrement l'épisode 113 datant de juillet 73, et vous étiez pas nés les filles, hein. Tandis que les Vengeurs tentent de réparer la Statue de la Liberté détruite par le monstrueux Gog. Les bombes vivantes attaquent la Vision. Il s'agit d'un groupe d'extrémistes outrés à l'idée d'une histoire d'amour entre la sorcière rouge, une mutante, et la Vision, un androïde. Dans cette histoire écrite par Steve Englehart, la Vision est la victime de l'obscurantisme, de l'intolérance et du fanatisme religieux. La Vision manque même de mourir, mais les Vengeurs parviennent à lui sauver la drague. Passons à présent au troisième album à Reddy datant de novembre 1984, appelé La Nuit du Collectionneur. Il regroupe les épisodes 119 à 121 des Vengeurs, c'est-à-dire qu'Reddy a passé à la trappe les épisodes 116 à 118. Il commence à nous courir sur le haricot, hein, les gros de chez Reddy. Hein. Alors regardez mon schéma explicatif, c'est du grand n'importe quoi, hein. Parce que ils sont où les épisodes manquants, hein? Ils sont où, hein? Ils sont où les petites nymphes? Eh bien, ces trois épisodes sont passés dans l'étrange aventure 49 du 4e trimestre 1975. Et ça me gonfle. Oui, un peu comme ton physique depuis le début du confinement. Alors ça, c'est très vexant. Quoi qu'il en soit, l'épisode 119 de janvier 1974, constitué de dessins aussi tristes qu'une chambre universitaire sur Poitiers, oppose les Vengeurs aux collectionneurs avec sa tronche de chimelle dans la forêt de Fontainebleau. Et il y a aussi le rôle de plus en plus déterminant de Mantis au sein du groupe. Bob Brown n'hésite pas à nous montrer les charmes de la louloute à la moindre occasion, histoire de nous faire mousser la bière. Sexy tes logiciels. Puis l'album nous propose, dans l'épisode 120 et 121, un affrontement entre les Vengeurs et les méchants qui piquent le cul. Je veux bien sûr reparler des membres du Zodiac. Personnellement, j'ai toujours trouvé ce groupe et sa faune locale aussi triste qu'une kermesse à Saint-Pierre-en-Faucigny. Mais ouais, j'ai pas le temps de niaiser, enchaînons avec le quatrième album d'Reddy sorti en janvier 1985 qui regroupe les épisodes 122 à 125 des Vengeurs datant de l'année 1974. Bob Brown laisse place à John Buscema. John! Les épisodes sont intéressants car ils nous relatent les origines de Mantis avec moult révélations. On apprend d'ailleurs qu'elle n'est pas une Marie-Madeleine contrairement à ce qui est sous-entendu. Et c'est tout, hein. Y a rien de plus à dire. Mais peut-être que vous allez me demander pourquoi je n'en dis pas plus. Non. Et nous enchaînons avec le cinquième album des Vengeurs, sorti en février 1985, qui regroupe les épisodes 130 à 132, ainsi que le What If numéro 38 d'avril 1983, assez émouvant, il faut bien le dire. Alors, je sais que vous vous en tapez, hein, mais il est l'un des rares albums que j'ai pu sauver de l'inondation de ma cave. C'est trop philosophique ce que tu nous racontes là. Tu devrais écrire un livre, tu sais. C'est du sarcasme. Totalement. Et alors ceux qui suivent encore assidûment ce que je raconte par intérêt poli, auront remarqué qu'Reddy a encore fait des siennes, comme la ville italienne du même nom, puisqu'il est passé du numéro 125 de l'album précédent au numéro 130 dans celui-ci. Ce sont vraiment des baltringues chez Reddy, d'autant qu'il aurait été judicieux de nous présenter le numéro 129 des Vengeurs, dans lequel Steve Englehart entame une épopée dans laquelle Kang le Conquérant tente de localiser la Madone Céleste, c'est-à-dire l'être le plus important de l'univers, sachant que cette Madone n'est autre que Mantis. Pourquoi consacrer le quatrième album à Mantis, si au final, c'est pour nous faire une esquive latérale gauche sur cet épisode capital? Quelle bande de Nasbrock quand même. Je voudrais bien les insulter en allemand, mais je risquerais d'être tondu comme un mémé début 45, alors je me tais. Le sixième album s'intitule Les Limites du Temporel. Il date d'avril 1985 et regroupe le Giant Size numéro 3 des Vengeurs datant de février 1975, puis les Avengers 133 et 134 de mars et avril 1975. J'avais mis la main sur cet album velu dans les années 90, je ne sais plus combien. Ouais mais on s'en fout mec. Ok. Dave Cockrum travaille sur le Giant Size. Ce numéro nous révèle pour la première fois qu'Immortus est la future incarnation de Ramatut et Kang. Mais surtout que Vision partage le corps de l'androïde, la torche humaine originale, vous savez. Ouais, non, on s'en fout.
Les épisodes 133 et 134 sont cette fois dessinés par Sal Buscema. John! Non, Sal Buscema. Nous apprenons que la forme astrale de Schwartzman se révèle être le membre du Zodiac appelé la Balance. Et tandis que Vision et Mantis en apprennent plus sur leurs origines, la sorcière rouge continue à se upgrader chez Agatha Harkness. On nous donne aussi des précisions sur la construction de la zone bleue de la Lune et l'origine du conflit entre les Skrulls et les Kree. Bref, un épisode riche en informations, vous ne trouvez pas? Non. Enfin, la collection s'arrête sur l'album numéro 7, regroupant les épisodes 135 à 138 des Vengeurs, épisode qui nous parle de l'arrivée du fauve velu chez les Avengers. Je n'en dis pas plus car j'ai déjà consacré une vidéo sur ce numéro 7 appelée La fin d'une légende, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à la regarder. Et comme je n'entends pas la plèbe se rebeller, je vais donc conclure sur cette série d'Artima. Voilà donc un petit tour d'horizon de cette deuxième collection consacrée aux Vengeurs, avec son lot de n'importe nawak dans l'organisation des épisodes. Tu m'étonnes. Cher au Jean Foutisme de la maison d'édition, toujours aussi dégueulasse dans son lettrage, machine à écrire, mais qui fut à l'époque notre seule source sur les Vengeurs, donc fallait se contenter de ça. J'aime bien ressentir tes feux. On se retrouve le 27 août, je dis bien le 27 août, pour la 6e et dernière saison. Reposez-vous si vous avez la chance d'avoir des vacances, n'achetez pas chinois, mais laissez-moi un pouce-bleu si vous avez aimé ce spectacle. Prenez soin de vous, et une fois encore, je vous remercie de tout cœur, je vous kiffe mes petits farfadets. Bisous velus, et pour finir, je voudrais vous lire... Ta gueule! Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.